On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la maman d'Édouard Boutin. C'est un enfant qui est handicapé, maladie orpheline. Elle reprend l'écriture, elle vient de sortir un album et elle s'est inspirée de la vie de son fils. Mais d'abord, on parle de golf parce que pour la première fois dans l'histoire, un Joannais s'est hissé dans un tournoi de la PGA. Vous l'avez peut-être vu à la une du Canada français il y a quelques jours. C'est quand même une première, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un Joannais se hisse à la PGA. On est bien sûr dans le golf. On se transporte en Arizona. Il a terminé de jouer dans les derniers jours. Il revient au pays demain. Mais avant qu'il prenne l'avion, on le capte à l'instant. C'est Étienne Papineau. Bonjour, bienvenue et félicitations. Merci de me recevoir. Bien, écoute, Étienne, c'est quand même particulier. Est-ce que parfois tu te touches pour dire est-ce que je joue dans un film où c'est la vraie vie? Tu as réussi quand même à te hisser dans un tournoi de la PGA. C'est quand même, juste en soi, un accès incroyable. Oui, non, effectivement, ça a été. J'ai été vraiment sur le choc là, pendant la première soirée. Dans le fond, quand je me suis qualifié lundi passé, le 7 février, toute la soirée, j'ai été sur le choc. Je ne pouvais pas y croire en fait, mais quand je me suis réveillé mardi matin, c'était pas un rêve, c'était la réalité. Puis, non, je suis extrêmement heureux, puis je suis vraiment content de cet accomplissement, puis en espérant que ça va m'aider ou me pousser à travailler encore plus fort pour vivre d'autres expériences comme celle-ci. Donc, et là, tu me corrigeras. Donc, vous étiez au total 132 joueurs donc, à prendre part au tournoi. De ce nombre, il y avait 6 Canadiens, dont toi-même, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais comme je l'ai dit en introduction, c'est la première fois qu'un joueur de golf de Saint-Jean-sur-Richelieu se retrouve à la PGA. Tu as eu le temps de jouer 2 rondes, donc, avant la coupure. Donc, explique-nous un peu, parce que là, il y a des qualifications ou des pré-qualifications. Bref, on ne se retrouve pas au tournoi du jour au lendemain. Qu'est-ce qui a précédé ton arrivée à ce tournoi-là? Dans le fond, oui, effectivement, il y avait eu des pré-qualifications. Il y avait eu 2, en fait, pré-qualifications avant que je puisse me rendre sur le tournoi du PGA. La première qualification, dans le fond, ils appellent ça la pré-qualification, qui était le 2 février. On était, je pense qu'on était environ 100 joueurs, puis seulement le top 2 avançait à la deuxième étape. Puis j'ai remporté cette première étape-là. Fait que ça m'a permis d'aller à la qualification du lundi, qui était le 7 février dernier. Puis rendu à cette qualification-là, dans le fond, les 3 premiers, on était aussi 90-100 joueurs, les 3 premiers accédaient au tournoi du PGA. Puis en fait, on était 6 joueurs en égalité en deuxième position. Alors, il y avait seulement deux places pour 6 joueurs. Puis on était allé en prolongation les 6, puis j'ai réussi à l'emporter au deuxième trou de prolongation. Ouais. Et puis c'est ça, dans le fond, qui m'a permis de jouer le tournoi du PGA cette semaine à Phoenix. Bon, comment s'est passé tes 2 rondes de golf avant la coupure au tournoi en tant que tel? Parce que là, tu parles des qualifications ou des pré-qualifications, mais une fois qu'on est admis dans ce tournoi-là, comment se sont passées tes 2 rondes de golf? Les 2 rondes de golf ont été super, vraiment, pour de vrai. J'ai passé vraiment une belle semaine. C'est sûr que j'ai eu... je m'attendais à peut-être un petit peu mieux de ma part. J'ai été un petit peu déçu d'avoir manqué la coupure, mais en même temps, ça a été tellement une belle expérience. Il y avait un petit peu de nervosité qui a embarqué en jeu aussi, puis peut-être un petit peu un manque d'expérience. Mais sinon, ça a vraiment été une belle semaine. Les 2 rondes, ils ont super bien été. J'ai un petit peu plus de la misère sur les verts. Je n'étais pas habitué de jouer des verts aussi fermes et aussi rapides que ceux-ci. Mais à part ça, là, ça a vraiment bien été. Là. Et tu as joué combien pour ces 2 rondes-là? J'ai joué 73 les 2 rondes, en fait. Malheureusement, ça n'était pas assez pour la coupure. Mais non, en général, ça a été vraiment une semaine assez incroyable. La coupure, elle se situe où dans ce genre de tournoi-là? En fait, c'est tout le temps la même affaire. À chaque tournoi du PGA Tour, c'est le top 65 et égalité qui passe aux 2 dernières rondes, dans le fond. On était 132 joueurs, puis malheureusement, je n'ai pas réussi à me classer dans les 65 premiers après les 2 rondes, mais j'ai eu ma chance. En fait, j'étais là jusqu'à la fin, jusqu'à temps que les 3 derniers trous arrivent. Puis comme je m'en souviens tantôt, j'ai peut-être manqué un petit peu d'expérience vers la fin. Puis j'ai fait quelques erreurs de stratégie, puis ça m'a coûté la coupure, en fait. Qu'est-ce qu'on retient d'une expérience comme celle-là? Parce que là,
évidemment, c'est quand même assez récent. Là. Ça date d'à peine quelques jours. Là, tu vas revenir chez vous, puis là, il y aura d'autres invitations. Évidemment, la carrière se continue, mais avec le recul, qu'est-ce que tu vas retenir de cette expérience-là? Il y a tellement de belles choses à retenir, que des choses positives, en fait. J'ai eu la chance de parler avec les meilleurs joueurs au monde, en fait. J'ai réussi à parler un petit peu dans les vestiaires après avec Jordan Spieth, puis Justin Thomas, qui sont mes idoles. Malheureusement, Tiger Woods n'était pas là, qui est mon idole, mais ces joueurs-là, je les regarde puis je les admire depuis que je suis jeune. Puis j'ai eu la chance de parler avec eux. Puis ils m'ont félicité pour mon accomplissement du lundi. Fait que c'est juste avoir eu la chance de les voir pratiquer, de voir comment eux font leur ronde de pratique ou comment ils agissent avant ou après les rondes ou même durant leur ronde. Ça a été juste de l'expérience qui est rentrée pour moi. Puis je vais certainement l'utiliser pour les prochaines occasions que je vais avoir pour participer sur... Est-ce qu'on a l'impression de faire partie de la cour des grands, de faire partie de la gang, de faire partie des meilleurs quand on côtoie des idoles que normalement on regarde quand on est assis à la télé, puis là, on est avec eux sur le terrain? Oui, en fait, au début, c'était un petit peu bizarre. Au début, je parlais avec mon entraîneur, Pierre, avant le tournoi. Puis, il m'a bel et bien mentionné que j'avais ma place là, de ne pas me laisser impressionner. Oui, c'est impressionnant, malgré tout. Mais il me laissait savoir que de ne pas penser que j'avais pas ma place là ou que j'avais pas d'affaires là. En fait, c'est que j'avais mérité ma place, puis que j'avais le droit de participer, puis de faire de mon mieux. Mais oui, c'est quand même assez intimidant. Au début, j'étais assez intimidé, mais je me suis habitué au cours de la semaine. Bon, là, dis-moi, tu as eu aussi, disons, un parcours assez difficile au niveau de la santé. Tu as eu une blessure au genou. Je pense que c'est l'an passé, là, ce qui t'a cloué, ce qui t'a empêché de jouer quand même une bonne partie de la saison, j'imagine? Oui, exactement. Je me suis fait opérer au genou gauche en septembre 2020. Puis, dans le fond, j'avais arrêté quand même quasiment 4-5 mois avant ça aussi. Fait que j'avais arrêté de jouer environ au mois d'avril 2000. Quand la pandémie est arrivée, dans le fond, mars-avril 2020, puis j'ai recommencé seulement en avril 2021. Fait que j'ai été un an sans jouer au golf, puis je pensais jamais 10 mois après avoir recommencé à avoir joué sur un tournoi du PGA Tour, mais j'avais tellement mis d'efforts dans ma réhabilitation. Fait que... C'était quel type de blessure ou quel type d'opération tu as eu? Dans le fond, ma blessure, c'était pas une grosse blessure, c'était pas une grosse opération, c'est juste qu'elle était vraiment à la mauvaise place. J'avais mon cartilage de déchiré dans mon genou, puis c'était exactement sur un point d'appui. Fait que c'est ça qui était de valeur, dans le fond, puis c'est ça. Et là, ton genou est revenu à 100 %? Oui, vraiment. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, quand je t'avais reçu en studio, je pense que tu avais gagné un prix avec le Fonds Claude Raymond, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, je t'avais posé la question du néophyte, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre Tiger Woods qu'on voit à la télé là, dans ses belles années, puis Étienne Papineau? Puis tu m'avais répondu, au final, techniquement, on peut faire le même coup, mais c'est la constance et surtout, tu m'avais dit, quand tu fais un mauvais coup, il ne faut pas que tu y penses rendu au suivant. Et c'est ça, tu m'avais dit que c'était ça la différence entre les pros et ceux qui veulent le devenir. On est quelques années plus tard. Est-ce que tu juges encore aujourd'hui que c'est ça la différence entre les joueurs? Oui, non, effectivement, la constance, c'est vraiment ça que j'ai appris au cours des dernières années. Si on recule je ne sais pas combien, ça fait combien de temps qu'on avait fait l'entrevue, peut-être 4-5 ans, ouais, 6 ans peut-être. Mais la constance est arrivée au fil des années. Puis c'est ça qui me permet justement dernièrement de bien performer. Puis aussi, comme tu l'as mentionné, dans le fond, l'attitude, ça a changé beaucoup aussi au cours des dernières années. Puis quand on est rendu à un circuit comme ça, tu peux pas te permettre de perdre d'autres coups à cause de ton attitude ou quelque chose comme ça. Parce que quand les gars sont rendus sur ce circuit-là, un seul coup peut tellement changer une carrière. Puis pour mettre les chances de son bord. Quand ça arrive qu'il y a une malchance ou que tu fais un mauvais coup, est-ce que tu arrives maintenant, disons, à passer par-dessus et à l'oublier complètement et à penser qu'au suivant sans que ça t'impacte psychologiquement? C'est sûr que j'ai encore du travail à faire là-dessus. Je vais peut-être toujours en avoir, mais c'est sûr que c'est de mieux en mieux. Depuis que je suis rendu professionnel, j'ai commencé ma carrière professionnelle il n'y a même pas un mois environ. Fait que, rendu professionnel, je trouve que c'est quand même très différent
Comme j'ai mentionné, un coup, ça peut changer une carrière au niveau professionnel. Alors, j'essaie vraiment de passer par-dessus le plus vite possible. Puis, non, dernièrement, depuis que je suis professionnel, pour de vrai, ça va super bien. Puis, je pense que je fais très bien ça. Bon, là, tu es en Arizona depuis quoi, le début janvier ou à peu près. Là, tu vas revenir par chez nous. Ça va être quoi, dans le fond, les prochaines étapes, les prochains tournois? Ou qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les mois à venir? Ben là, dans le fond, comme j'en parlais avec mes parents un peu, on dirait que c'est comme là, c'est depuis lundi, depuis que le tournoi est fini, ça revient un peu à la normale. Mais non, je vais retourner au Québec un petit peu, voir ma famille, voir ma copine. Puis après ça, je vais revenir ici en Arizona m'entraîner. Puis je vais faire des qualifications pour le PGA Tour Canada. Aussi, j'ai un statut pour le PGA Tour en Amérique du Sud. Alors, j'attends des nouvelles de savoir dans quel tournoi que je vais pouvoir entrer là-bas. Mais non, c'est ça. Je vais venir m'entraîner pas mal tout l'hiver. Je m'entraîne pas mal tout l'hiver en Arizona, puis rester prêt, rester à l'affût pour certains tournois sur le PGA Tour en Amérique du Sud. Là, est-ce que j'ai compris que ton père est allé faire un tour en fin de semaine? Il était là? Oui, exact. Mon père est descendu. Pour de vrai, c'était tellement un beau moment. Mes parents, ils m'ont supporté toute ma vie. Puis vivre ce moment-là avec mon père, c'était vraiment quelque chose de spécial. Là. Lui, il rêvait de me voir jouer sur le PGA Tour, puis on a réalisé le rêve ensemble, fait que c'était super. Mais là, j'imagine qu'une fois que tu as goûté à ça, tu dois avoir le goût d'en faire un deux, puis un troisième, puis ainsi de suite, là. Ah oui, effectivement. Alors, quand la semaine s'est terminée, j'étais très content de la semaine, mais quand la semaine s'est terminée, j'étais un petit peu déçu. Ça a passé tellement vite. Ouais. Mais comme j'ai mentionné tantôt, ça va me pousser à travailler encore plus fort pour revivre plusieurs expériences comme ça dans le futur. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de te voir sur certains terrains au Québec l'été prochain? Oui, tout dépendant, en fait, de mes qualifications sur le PGA Tour Canada, ou dans le fond, comment le reste de la saison va s'évoluer sur le PGA Tour en Amérique du Sud. Mais on va certainement, c'est sûr que je vais venir faire mon tour au Québec cet été, sans doute. Bon, bien, les gens du Pine Grove doivent être bien fiers. Les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont bien fiers de voir qu'un des leurs a réussi à se hisser dans un tournoi de la PGA. C'est le premier. Je souhaite, et probablement qu'il y en aura d'autres. Bonne chance à toi, puis félicitations encore une fois. C'est quand même une marche importante que tu as franchie là, le week-end dernier. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Reste avec nous. On va revenir après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Monsieur le président du club de motoneige du Haut-Richelieu, notre chum Marc-André Fortin qui est avec nous. Tout un show. Et en fin de semaine débute le NASCAR. Vous voyez comme je suis énervé. Pas d'allure. Manquez-moi. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Elle nous arrive avec un beau projet, un nouveau projet, pareil ou presque. C'est le lancement d'un livre, d'un album illustré qui vise une clientèle relativement jeune. Évidemment, cette dame, cet auteur a une histoire de vie. On l'a déjà reçu à quelques occasions à l'émission. Marie-Claude Audet, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Petite remise en contexte. Oui. Donc, vous êtes maman d'un enfant qui a une maladie orpheline, qui aujourd'hui est rendu à 13 ans. Édouard. Oui. D'ailleurs, on a vu la Édouard mobile se stationner en avant de la porte.
Mais expliquez-nous tout d'abord un petit rappel de qui vous êtes et qui est Édouard et qu'est-ce qui fait que ça nous amène aujourd'hui à ce projet-là? Oui, en fait, nous, si on s'est rencontrés, c'est parce que j'avais fait des levées de fonds avec un contact privilégié avec Réal Bossé qui m'avait organisé des levées de fonds avec la LNI. Donc, à Saint-Jean, on avait fait 5 ans consécutifs des levées de fonds pour Édouard parce qu'Édouard est atteint d'une maladie orpheline. Donc, il n'y a pas de diagnostic. C'est comme un État, là, l'État du Wyoming, bien, ça s'appelle comme ça. Bien, Édouard, c'est son État, il est comme ça. Puis, comme on rentre dans aucune case, il n'est pas autiste, il n'est pas paralysé cérébral, on n'a pas d'aide de fondation. Fait que, dans le fond, j'avais pris sur moi de faire des levées de fonds pour adapter le domicile et acheter la Super Édouard Mobile qui, comme on dit en québécois, qui t'offre la run. Fait que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Fait que moi, je suis maman d'Édouard et parallèlement, je suis aussi maintenant une autrice ou écrivaine ou auteure, je ne sais jamais quel terme employer. Puis je suis très, très contente de vous présenter mon premier album. Bon, parce que le fait d'avoir un enfant handicapé, dont, comme vous dites, il n'y a pas vraiment de diagnostic, est-ce que je me trompe en disant que vous avez mis de côté un peu votre vie professionnelle pendant un temps? Oui, complètement. Bien, en fait, j'avais pas le choix parce que c'était tellement des suivis serrés à l'hôpital avec tous les thérapeutes aussi à l'extérieur. Donc, même quand il est retourné à l'école où je pensais que j'aurais comme enfin du temps pour moi, non, c'était pas mieux parce que là, il y a les virus qui embarquent. Puis comme Édouard parle pas, il communique pas ses problèmes, donc c'est l'hôpital directement quand il y a un rhume parce que ça peut virer en pneumonie puis c'est atypique. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est un deuil à faire de dire, oui, le deuil de l'enfant parfait, mais le deuil de la carrière qu'on met sur pause, on ne sait pas trop pour combien de temps? Ah oui, c'est un gros deuil, puis c'est un cheminement au quotidien parce que moi, j'avais des grandes études quand même. J'avais fait un DEC, bac, maîtrise en littérature, en écriture. Donc, j'avais une aspiration à être professeur de français, soit au cégep ou à l'université. J'ai tout mis ça de côté. Mon travail, c'était de m'occuper d'Édouard, mais tu sais, c'est un travail solitaire. Ça ne rapporte pas d'argent parce qu'on n'a pas de subvention parce que, c'est ça, l'enfant est atypique. Donc, c'est de se fier sur son conjoint qui est heureusement vraiment gentil puis qu'on ne s'est jamais chicané sur ça. Mais personnellement, c'est difficile de dépendre de quelqu'un quand on est autonome. T'sais. Et comment arrive ce projet-là? Projet-là sur lequel vous travaillez depuis plus de 2 ans maintenant. Oui. Il y a eu évidemment probablement la COVID qui a entraîné des retards. Ultimement, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que là, les gens sont plus disposés. Il y a peut-être des salons du livre à venir, ce qui n'a pas été beaucoup le cas dans les 2 dernières années. Donc, quel est ce projet-là? En fait, c'est une réponse aux questions des enfants. Parce que depuis que je suis avec Édouard puis que je me promène beaucoup dans les parcs, moi, je sors beaucoup avec Édouard. J'ai décidé de le montrer au public. Je trouve qu'on les cache trop souvent, nos enfants handicapés. Puis, c'est les questions de base, tu sais. Il mange quoi? Il va à l'école où? Comment il dort? Puis, je me disais, il n'y a pas de livre qui répond à ces questions-là. Donc, je l'ai fait et c'est drôle parce qu'Édouard a un cousin du même âge. Ils sont nés 6 jours de différence. Puis, dans ma tête, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un parallèle pour montrer les 2 vies qui sont presque pareilles. Pareil ou presque. Exactement, oui, parce que c'est pas parce que tu es différent que tu manges pas, que tu vas pas à l'école puis que tu brosses pas tes dents le soir. Mais la façon de le faire va être différente. Puis en même temps, ces 2 cousins-là, comme dans le livre, ils se retrouvent à chaque année à Noël, puis ils se côtoient, puis ils s'aiment. Mais tu sais, c'est de l'expliquer aux enfants. Puis je voulais pas faire non plus un documentaire, là, tu sais. Fait que c'est une façon très cute, lumineuse de l'approcher. On parle souvent le fameux terme... Il faut expliquer nos différences, il faut accepter les différences. Il faut éduquer les enfants à ce qu'est la différence. Est-ce que pour vous, c'est un peu l'exercice que vous faites? Oui, en fait, c'est aussi pour que les gens aient un référent. Tu sais, les enfants qui vont voir le petit Julien, ils vont pouvoir dire, mettons, qu'ils vont croiser un enfant handicapé en fauteuil, ils vont pouvoir dire « Je l'ai vu dans un livre. » Moi, je sais que quand j'étais jeune, tout ce que j'ai lu, je l'ai retenu. C'est des images que j'ai eues. Je me suis dit, d'avoir un référent, puis même pour les parents d'enfants handicapés, on n'a aucune image de nos enfants avec les appareils, avec les orthèses. Et là, je l'ai fait pour aussi ces enfants-là. Puis il y en a qui ont une connaissance intellectuelle assez grande pour se reconnaître dans un livre. Je me suis dit, je vais leur offrir ça. Donc, j'étais très contente que ça fonctionne. Ça me fait penser, quand on remonte dans le temps, puis je prends mon propre exemple, dans les années 70-80, quand j'allais à l'école, surtout au primaire, et qu'on avait un enfant différent dans la classe, c'était comme un extraterrestre. Vraiment. C'était vraiment, oh là là, je sais pas, il est handicapé, il voit pas, ou il entend pas, ou il a de la misère à marcher, ou il y a un fauteuil. C'est vraiment ça. Oui. On n'était pas habitués à ça. Pas du tout. On n'était pas conditionnés à ça. Puis on est plus ouvert, tu sais. Moi, je côtoie des enfants maintenant, tu sais, mais c'est aussi en leur expliquant, là, tu sais, dans les parcs, souvent, j'explique aux enfants ce qu'Édouard est là. Puis, mais c'est de voir l'ouverture des enfants. Un coup qu'ils le savent, pour eux, ils n'ont pas besoin d'une grande explication, là. Ils ont juste besoin de savoir pourquoi ils ne marchent pas.
Je dis, bien, parce qu'il n'y a pas d'équilibre, ils repartent en courant. Tu sais, ça fait que je me suis dit, je vais faire un livre simple pour que les enfants puissent juste avoir des petites réponses. Ouais. Ça s'adresse à un public de quoi? 3 à 6 ans? Oui, c'est ce qu'on dit, tu sais, parce qu'il faut les classer. Là. Ça prend des petites cases dans notre société. Oui, ouais, c'est ça. Donc, Édouard n'a pas de case, mais son livre en a une. Mais c'est 3-6 ans parce que oui, il y a peu de texte. Tu sais, c'est sûr que côté littéraire, c'est pas une grande œuvre. Là. On n'est pas là, tu sais, on est dans le simple. Mais tu sais, ça peut s'adresser, je trouve, jusqu'à 10 ans. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, je prends comme cette image-là ici. Tu sais, je trouve que ça vaut 1000 mots. Dans le fond, on voit les 2 jeunes garçons. Bon, un, évidemment, qui a son appareil pour l'aider à se déambuler, l'autre pas. Mais dans le fond, ils ont des yeux, ils ont une bouche, ils ont une tête, ils ont des jambes. Ouais. C'est juste qu'il y a quelque chose de différent, mais pas tant. Oui, puis la blague, c'est que moi, j'ai écrit « Julien porte des lunettes, pas moi ». Donc, j'ai mis Ouais, l'accent sur les lunettes. Tu sais, la marchette, on la voit pas, là. Bon, vous êtes accompagné là-dedans d'une illustratrice qui est Maëlys Garcia. Qui est-elle? Ah, c'est une perle. Pour vrai, là, quand j'ai su qu'elle acceptait de prendre le projet, j'ai pleuré de joie. Parce que c'est une fille incroyable. Là. Elle est magnifique. Elle n'avait pas vu Édouard avant de le dessiner. Moi, j'avais décrit beaucoup de choses comme pour y donner une idée. Et quand elle me l'a présenté, j'ai vu Édouard. Littéralement, j'ai tellement été touchée. Puis elle, quand elle l'a rencontré, Édouard, elle n'en revenait pas. Tu sais, elle était là, mais c'est lui, ouais, c'est ça. Elle a su capter tout ça. Puis je trouvais magnifique qu'elle ait réussi à capter le regard d'un enfant avec une déficience. Un enfant avec une déficience ne nous regarde pas de la même façon. Je trouve que dans les illustrations, on voit que les yeux ne regardent pas à la même place qu'un enfant régulier. Donc, puis ses couleurs sont magnifiques. C'est une fille qui travaille dans le jeu vidéo, donc elle a énormément de talent. En quoi ce projet-là vous fait du bien à vous? Ah, moi, ça me permet de me réaliser. Tu sais, d'avoir quelque chose dans mes mains autre que Édouard. Je blague, là, mais c'est ça, tu sais. Puis moi, c'était un rêve de jeunesse, de toute façon, d'écrire, là. Tu sais, c'est même pas un cliché, là. J'avais 6 ans, j'écrivais des livres chez nous, là. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, d'en avoir un pour vrai, là, bien, ça me rend très, très fière. Est-ce que c'était difficile de soumettre le projet? Est-ce que vous avez dû le faire auprès de plusieurs maisons d'édition ou si ça a répondu vite? Ça a été complexe dans le sens que moi, ce que j'écrivais n'était pas ce qui se retrouvait dans les images. OK? Donc, je devais envoyer un double manuscrit, soit celui avec le texte et celui avec la description des images. Donc, ça a rebuté certains éditeurs qui m'écrivaient « C'est compliqué », mais c'était pas compliqué, il fallait juste avoir la bonne vision. Puis, heureusement, Stéphanie Durand, chez Québec Amérique, elle a compris. Elle a compris? Oui, complètement. Puis, tout de suite, elle a embarqué dans le projet. Est-ce qu'il existe quelque chose de comparable ou Non. pas tant? C'est assez unique. Oui, c'est une première. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que c'était un peu mon but. Tu sais, on n'a pas de livre sur la maladie orpheline. Là, j'en ai fait un. Même, je me rappelle, à l'époque, quand mes enfants étaient très jeunes, puis souvent, le soir, c'est toujours utile d'avoir ce genre d'album-là pour faire un peu de lecture à notre jeune enfant pour s'endormir. Personnellement, j'aurais utilisé ça, moi, au moment où mes enfants étaient très jeunes. Est-ce que déjà, vous avez eu quelques témoignages? Avez-vous pu le tester auprès de collègues ou amis avec leurs enfants? Non! Non, parce qu'il sort demain. Le livre sort le 15 février en librairie, donc il n'était pas dans les mains de personne. Puis moi, Édouard, si vous voulez la blague, là, je lui ai montré le livre, j'avais hâte de lui montrer papier. Bien, lui, il l'a pris, il l'a ouvert à l'envers, puis il l'a gratté pour faire de la musique. Fait que ça, c'est la réaction de mon fils, tu sais. Fait qu'il est impayable, Édouard, là, tu sais, je peux pas lui demander. Mais en même temps, quand je lui lis l'histoire avec le livre, il l'écoute jusqu'à la moitié, puis après, il s'en va. Fait que c'est comme, OK, mais j'ai hâte. Moi, c'est mon plus gros cadeau, c'est de savoir qu'est-ce que les enfants vont dire. Un jeune enfant de 2, 3, 4 ans, là, dont le parent lui fait cette lecture-là, je serais curieux d'avoir la réaction d'un enfant à ce livre-là. Ah oui, j'ai vraiment hâte. Pour vrai, mais tout le monde le sait dans mon entourage, je veux des rétroactions. Ouais. Je veux, au pire, filmer vos enfants. Je veux voir ça parce que moi, mon enfant, il n'a pas ces réactions-là. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est un deuil à faire parce que j'aimerais tellement ça qu'ils se reconnaissent, mais ça arrivera peut-être pas. En même temps, son histoire, il la connaît. Là. Et là, un coup qu'on lance ça, c'est quoi les attentes que vous avez par rapport à ça? J'avais pas grande attente, sauf que ce soit publié. Moi, je suis simple dans la vie quand même. Puis au Québec, c'est pas... je pense pas que ce soit un best-seller, mais juste qu'il soit là, puis qu'il circule dans les écoles, dans les garderies, dans les familles. Puis moi, je vais faire ça. Je vais faire des animations dans les écoles, les garderies, pour aller le présenter. Ouais. Puis là, si vous avez quelques salons du livre aussi pour le faire connaître, le faire pousser, là, j'ose espérer, avec l'allègement des mesures sanitaires, qu'il y a des événements
de type Salon du Livre qui vont vous permettre là, justement de faire connaître. Puis après ça, c'est quoi le projet numéro 2, numéro 3, numéro 4? C'est quoi les ambitions? J'ai tellement d'idées, là. Peut-être pas en rapport avec celui-là, mais d'autres livres jeunesse. Parce que, veux pas, depuis 13 ans, je suis dans un univers enfantin. Parce que comme Édouard grandit pas dans sa tête, bien, je suis toujours dans, tu sais, on imite des vaches puis des animaux, puis on invente des histoires. Fait que moi, ça me donne une nourriture incroyable. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai aussi des idées de romans pour adultes. Je suis dans une autre sphère aussi. Donc, je commence plein d'histoires en même temps, puis je vais voir celle qui m'appelle le plus, là, tu sais. Donc, mais en ce moment, je travaille sur des albums jeunesse dans ma tête, là. Il faut juste les mettre sur papier. Je vous dis bravo. Merci. Je vous souhaite surtout bonne chance. Je suis content de voir que vous vous réalisez professionnellement pour notre propre bénéfice, et c'est tant mieux. Est-ce que vous participez encore à beaucoup de quiz télévisés? Oui. Oui, parce que peut-être que le visage va vous dire quelque chose. Là. Tous les quiz à la télé, elle les a fait. Oui. C'est une bonne concurrence. Oui. Là, j'en ai un qui s'en vient en mars qui va être diffusé. J'ai joué à Au suivant. OK. Ça a vraiment pas bien été, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ah boy. OK. Donc, pareil ou presque. Pareil ou presque. Donc, ça va être disponible en librairie dans les prochains jours. Ça s'adresse à un jeune public, mais ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment très, très joli comme album. Là. Félicitations. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci. On est dans la période d'inscription au Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Le programme Passe-Partout, maternelle, primaire, secondaire, c'est jusqu'au 18 mars. Vous allez retrouver les informations sur le site Internet du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions, faites-le par courriel, tout simplement. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.